Bonjour tout le monde. Alors, il est midi. On va commencer. Je vais vous partager mon écran. Pour votre information, j'ai vu qu'il y en a qui ont posé la question si les documents vont être disponibles. Ils le seront après le webinaire. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous virtuellement aujourd'hui et de prendre un moment pendant votre dîner pour assister au premier webinaire de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale intitulé Prévention du suicide dans un contexte de COVID. Je me présente, Jessica Rassi, je suis la vice-présidente de la KISM et je suis aussi professeure agrégée à l'École des sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. Je vous présente ma collègue Marie-Pierre Long, pardon. Ah, on t'entend. Ton son est fermé, Marie-Pierre. Ah, excusez-moi. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Long, je suis infirmière de profession et maintenant, je suis conseillère cadre en soins infirmiers pour la direction des soins infirmiers du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal pour le volet santé mentale adulte et enfants. Et je suis aussi auxiliaire d'enseignement pour la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la prévention du suicide avec ma collègue Jessica Rassi. Ça a été une expérience très enrichissante, Jessica, que tu m'as offert de collaborer avec toi. Donc, merci encore. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Marie-Pierre. Et on va commencer avec des petits détails techniques. Donc, comme je l'ai dit un peu avant le webinaire, vos caméras, vos micros sont désactivés pour un meilleur fonctionnement du webinaire à cause du nombre élevé de participants. D'ailleurs, la KISM est vraiment heureux du taux de participation. On est content que ça a suscité votre intérêt et on va en planifier d'autres pour la suite. Mais on veut quand même vos questions, donc on vous invite à écrire vos questions par écrit dans la section Converser et on va y répondre durant une période de questions à la toute fin du webinaire. On a aussi des sondages en direct. On va vous poser des questions. Je tiens à préciser que le sondage en direct est anonyme, donc on vous encourage fortement à participer. On ne sait pas qui a répondu au sondage, mais on a les pourcentages de réponses, alors ça peut être intéressant pour la suite. Alors, la KISM, d'abord, qui sommes-nous? Bien, la mission de la KISM, c'est de partager, favoriser le partage en santé mentale et psychiatrie entre infirmières et professionnels de la santé. On souhaite aussi faire connaître l'expertise des infirmières en santé mentale et contribuer au développement de la pratique professionnelle en santé mentale. On a plusieurs activités pendant l'année. Entre autres, on fait des représentations auprès des instances décisionnelles. On a plusieurs collaborations avec différentes associations, des regroupements. Et on a aussi notre revue Vision infirmière en santé mentale qui est accessible à nos membres et qu'on publie quelques fois par année. On a un colloque annuel dont le prochain sera au printemps 2021. Restez à l'affût. Et on a aussi de nombreux prix de reconnaissance et des bourses étudiantes. Alors, des choses bien intéressantes à aller regarder en santé mentale. Pour plus d'informations, pour devenir membre, vous avez les informations ci-dessous dans notre site web. Maintenant, allons-y avec le sujet de l'heure. Le plan de présentation aujourd'hui, on va d'abord présenter un petit regard sur soi et ensuite, on va regarder la prévention du suicide, les particularités dans un contexte de COVID, tout ce qui est facteur de protection, facteur de risque, les particularités de l'évaluation, de l'intervention. On va aussi aborder l'utilisation des TIC, les technologies de l'information et des communications en prévention du suicide. Et on va terminer avec la cerise sur Sunday des expériences vécues sur le terrain au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal pour tenter de vous inspirer un peu de ce qui est fait ailleurs. Alors d'abord, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Je trouvais cette image très représentative, même si ce n'est pas dans le même contexte, très représentative du stress que vivent les infirmières. Alors déjà, on a beaucoup de préoccupations et de stress interne, mais en plus, on a à gérer le stress externe et la pression externe, ce qui n'est pas évident. Alors, ma première petite question pour vous, ce serait comment vous sentez-vous en ce moment? Alors, je vais partager un premier sondage et je vous demande de me dire quelle image représente le mieux comment vous vous sentez en ce moment.
Alors, je vois les réponses rentrer. Je vous rappelle que c'est anonyme, là. Je ne sais pas qui répond quoi. Je laisse encore quelques petites secondes. OK, alors je vois que la majorité des gens se retrouvent à l'image 4. Donc, on est en entre-deux. On ne sait pas si ça va bien, pas bien ou neutre. Je pourrais aussi, si je pouvais vous parler verbalement, demander que représente cette image pour vous. C'est normal d'avoir des sentiments perplexes ces temps-ci parce qu'il y a beaucoup d'effets néfastes de la pandémie sur les infirmières. Entre autres, on parle d'inquiétude, de peur, de stress, frustration, irritabilité associées au contexte actuel. En plus des difficultés de la conciliation travail, famille, études, au niveau des études, il y en a qui ont fini leur session à la maison avec des jeunes enfants en plus de travailler. Il y en a qui travaillent des heures de fou, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rentrer à la maison, quand est-ce qu'ils vont voir leurs enfants, quand est-ce qu'ils vont voir leur famille. Il y a des contextes dans lesquels les enfants ont été envoyés chez les grands-parents, puis là, ils ont peur de contaminer les grands-parents. Alors, on évite de voir les enfants et les grands-parents ou ses parents. Alors, c'est très, très compliqué en ce moment, cette conciliation-là, et ça ajoute un énorme stress chez les infirmières. L'anxiété de performance, quelque chose de très typiquement infirmière. On veut toujours être les meilleurs et on est très perfectionniste, surtout envers nous-mêmes. Un des exemples que je peux partager en lien avec ça, c'est les infirmières qui ont été réaffectées en CHSLD, qui n'ont pas d'expérience en CHSLD. Ça peut être des jeunes infirmières, ça peut être aussi les infirmières d'expérience et qui s'attendent à être très bonnes et expertes avec cette clientèle dès le départ, alors que le contexte est extrêmement difficile et c'est un milieu surspécialisé qui demande des compétences assez élevées. Donc, cette pression-là qu'on a est très forte à l'intérieur en plus de la pression externe. Des enjeux éthiques. Alors, il y a plusieurs enjeux éthiques en lien avec la pandémie actuelle. Des fois, il y a des décisions qui vont à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre des valeurs des patients et des familles. Ça peut aller à l'encontre de notre code de déonto aussi. Et c'est dur à accepter, dur à vivre. Et ce n'est pas la qualité de soins qu'on aimerait offrir, par exemple. Enfin, les problèmes de santé mentale, bien, pour ceux qui avaient déjà des troubles mentaux, bien, les symptômes sont souvent exacerbés en contexte de pandémie, malheureusement. Et pour ceux qui n'en avaient pas, dans certains cas, on observe qu'il y a de plus en plus de symptômes anxieux, symptômes dépressifs, symptômes de troubles de stress aigu ou symptômes de stress post-traumatique qui se développent là, dans le contexte actuel à cause de l'épuisement, les conditions de travail et tout. Un petit truc que je peux vous partager rapidement en ce moment, que vous connaissez sans doute déjà, mais c'est toujours plus difficile à dire qu'à faire, plus facile à dire qu'à faire, pardon, c'est d'arrêter, respirer et penser. Et j'ai même le temps de le faire pendant le webinaire. Je me sens déjà un petit peu plus détendue. Donc, ralentir sa respiration permet de ralentir aussi le cycle du stress qui permet de réengager les lobes frontaux et ainsi mieux réfléchir. On se rappelle, le lobe frontal, c'est un peu le chef d'orchestre qui nous permet à la fois de planifier, d'avoir un meilleur raisonnement, une meilleure résolution de problèmes, un meilleur jugement. Donc, en prenant le temps d'arrêter, de respirer et de penser, bien, ça peut nous permettre d'être un peu plus prêts à attaquer la situation actuelle. Et ce, même lors de montagnes russes, et on s'entend qu'actuellement, dans le réseau de la santé, ça ressemble beaucoup à des montagnes russes. Mais même en montagne russe, il y a un petit moment là au bas de la courbe où est-ce qu'on pourrait arrêter quelques secondes, prendre le temps de respirer pour mieux repartir. Quelques trucs maintenant pour assurer sa santé mentale en ce moment. Une prise de conscience, comme on l'a fait au début du webinaire. Donc, savoir comment je me sens aujourd'hui, comment ça peut affecter les soins que je prodigue aux patients. Les saines habitudes de vie. Pour ça, vous les connaissez hein, comme infirmière, mais l'Association des médecins psychiatres du Québec a publié des conseils là, sur comment garder des bonnes habitudes de vie en contexte de pandémie et des recommandations qui sont populaires comme limiter
les informations télévisées ou de consulter les médias sociaux à plus de 2 heures par jour parce que ça augmente l'anxiété. L'autocompassion, je disais tantôt que les infirmières, on est perfectionnistes et on est aussi très dur sur soi-même. Donc, on a tendance à s'auto-flageller. On veut être les meilleurs, mais si on oublie quelque chose ou il y a une méthode de soins qu'on ne se rappelle plus tout à fait ou peut-être une erreur qu'on a faite, mais on est très rapide à se dévaloriser. Alors que c'est important de garder un discours intérieur le plus positif et optimiste possible, de se donner une petite tape dans le dos aussi pour prendre soin de soi. Accueillir l'incertitude. On vit dans un monde d'incertitude en ce moment. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, encore moins dans la prochaine année. Alors, l'important dans tout ça, c'est de contrôler ce qu'on peut contrôler et un peu laisser aller ce qu'on ne peut pas contrôler. Entre autres, structurer sa journée. On le sait comme infirmière, quand on commence notre journée, on a un plan, mais c'est rare que notre journée se déroule comme prévu. Par contre, il y a des éléments dans la structure de la journée qu'on peut planifier. Il y a des outils de travail qu'on peut avoir avec nous qui sont propres à nous et qui nous aident à mieux structurer notre journée, par exemple. Se soutenir entre collègues. Eh bien, les infirmières, on est les mieux placées pour comprendre les autres infirmières, surtout les infirmières qui travaillent avec nous. Alors, je vous encourage fortement à rester à l'affût de l'état de santé de vos collègues et de ne pas hésiter à référer au programme d'aide aux employés aux besoins. Il y a d'ailleurs un financement gouvernemental qui a été augmenté là, pour les PAE dernièrement, donc n'hésitez pas à y avoir recours. Il faut se rappeler aussi qu'on est seulement humain. Hein, les infirmières, on a tendance à penser qu'on est des super-héros avec des pouvoirs extraordinaires, mais on est humain et il faut savoir reconnaître et respecter aussi nos limites. Et n'oubliez pas de rire, de sourire, ça fait du bien, c'est réparateur aussi. Alors maintenant qu'on a fait une petite prise de conscience de soi, on est plus apte à prendre soin des autres. Alors, on va passer à la prochaine partie qui est COVID-19 et prévention du suicide. On commence avec l'histoire de Martin. Allume ton micro. Vous êtes infirmière mandatée par la santé publique pour annoncer à Martin, 45 ans, que son dépistage à la COVID-19 est positif. Lors de votre entretien téléphonique, vous apprenez qu'il a perdu son emploi il y a 2 semaines, qu'il est célibataire et qu'il vit seul. Il vous avoue ne pas se sentir dans son assiette, dernièrement, et trouve les temps durs depuis le confinement. Alors, d'après cette situation avec Martin, est-ce qu'il serait pertinent d'évaluer le risque suicidaire de Martin? Oui ou non? Alors, je vous lance le petit sondage. Est-ce que, d'après l'info qu'on a, est-ce que ce serait pertinent, oui ou non? Oh, wow! C'est presque unanime. Juste encore quelques secondes. On est très près on est à 95% oui. Alors, effectivement, ce serait très pertinent d'évaluer le risque suicidaire de Martin. Il y a des facteurs de risque qui devraient nous sauter aux yeux. D'ailleurs, la perte d'emploi de Martin, il y a aussi l'isolement de Martin. On sait que parfois, par contre, en restant isolé, il y en a qui utilisent les tics puis ça brise un peu l'isolement, fait que ça serait quelque chose à aller évaluer auprès de lui. Mais il nous dit clairement qu'il n'est pas dans son assiette, qu'il ne se sent pas dans son assiette et qu'il trouve les temps durs. Donc, une bonne évaluation de la condition mentale qui est l'activité réservée des infirmières, ainsi que le risque suicidaire est très important dans cette situation-ci. Parmi les facteurs de risque reliés à la COVID auprès desquels il faut vraiment porter une attention particulière en ce moment, il y a la perte d'emploi et le stress financier. En lien avec la perte d'emploi et le stress financier, j'ajouterais que le stress financier peut être considéré vraiment égal à la perte d'emploi actuellement. Je m'explique. Les personnes qui ont perdu leur emploi ont souvent accès à la prestation canadienne d'urgence, alors que certains ont vécu une diminution de leurs revenus, une diminution significative qui les empêche de fonctionner normalement. Alors, ils n'ont pas accès à cette prestation canadienne d'urgence, donc peuvent se retrouver autant à risque là, que quelqu'un qui normalement aurait perdu son emploi sans avoir cette possibilité là, de revenus supplémentaires.
Violence conjugale et familiale, on sait que c'est très présent, surtout en situation de confinement. L'isolement social également. Diminution du soutien communautaire et religieux qui peut être considéré comme un facteur de protection habituellement, mais si ce soutien-là ne s'est pas transformé en soutien virtuel, je pense entre autres à ceux qui allaient à l'église ou ceux qui allaient physiquement à des ressources communautaires, à des activités quelconque, mais là, ils n'ont plus accès à ça, sauf si c'est virtuellement, bien sûr, et ça augmente leur risque suicidaire. Problème de santé mentale, on connaît, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, l'exacerbation de certains symptômes, aussi l'anxiété, la peur en lien avec la COVID. Il y a aussi la stigmatisation envers certaines cultures, certaines personnes. On pense notamment aux personnes d'origine chinoise, aux personnes d'origine italienne, mais aussi aux personnes en situation d'itinérance qui ont déjà évidemment l'habitude de quêter, mais là, en plus de quêter, ils nous mettent peut-être à risque de contaminer par la COVID, ce qui peut les stigmatiser davantage. On a aussi les personnes de plus de 70 ans, ou je dirais les personnes qui peuvent donner l'apparence d'être de plus de 70 ans, qui se font regarder de travers dans les épiceries, dans les commerces. Alors, ça affecte aussi la santé. Et les professionnels de la santé, la même chose, qui se font stigmatiser, que j'entends de plus en plus, soit dans des commerces, par leur famille même, parce que les gens ont peur d'attraper le virus à travers ces personnes-là. Il y a aussi les obstacles au traitement de santé mentale, donc peur d'attraper la COVID, mais aussi que c'est la priorité qui est donnée à certaines interventions et certains traitements, même que quoique le gouvernement veut vraiment miser là, sur une meilleure santé mentale de la population et augmenter les services. Consommation d'alcool et de drogue, eh bien, le ministre Legault l'a même dit là, lors d'un de ses points de presse, un petit verre de vin, ça fait du bien, mais pour certains, ça ne s'arrête pas à un verre de vin et ça peut malheureusement mener jusqu'à un abus de substance. Et sans aller jusqu'à l'abus de substance, une simple consommation, on sait que ça augmente l'impulsivité et ça peut augmenter aussi le passage à l'acte suicidaire. Enfin, les taux de suicide des professionnels de la santé, bien, malheureusement, nous sommes plus vulnérables par notre profession et par le contexte actuel d'épuisement, de surcharge de travail et le décret qui est survenu il y a quelques semaines. Donc, tout ça contribue à notre risque suicidaire. Impossible de parler de facteurs de risque sans parler de facteurs de protection. Alors, les facteurs de protection, c'est toujours important à évaluer, c'est la balance. Hein. On souhaite que le poids des facteurs de protection surpasse là, les facteurs de risque. Et parmi les facteurs de protection, c'est important d'y aller selon une approche personnalisée. Alors, un exemple que je peux vous donner, c'est les enfants. Il y en a qui vont dire, ben la dame que j'ai rencontrée, elle a des enfants, c'est son facteur de protection. Ça peut l'être, oui, mais dans certains cas, ça peut ne pas l'être non plus. Certaines mères vont dire, ben moi, mes enfants, là, j'y tiens tellement, je ne veux pas qu'ils grandissent sans une mère, jamais je ne mettrai fin à mes jours. Alors qu'une autre mère peut le sentir comme un poids énorme sur ses enfants et penser que ses enfants seraient mieux sans elle. Donc, d'où l'importance de vraiment aller voir la perception de la personne. On pourrait poser des questions comme qu'est-ce qui vous a empêché de passer à l'acte jusqu'à maintenant? Ou y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour diminuer vos idées suicidaires? Ou est-ce que quelqu'un que vous pouvez contacter pour vous aider? Donc, on veut vraiment aller chercher les raisons de vivre de la personne. L'histoire de Geneviève. Vous rencontrez Geneviève, 54 ans, à l'urgence. Elle a une température buccale de 39,1 degrés et sature à 92 % avec une lunette nasale d'oxygène à 2 litres par minute. Elle présente des difficultés respiratoires importantes, s'essouffle très rapidement, a des frissons et une toux intermittente. Geneviève, qui est aussi infirmière, vous dit qu'elle se sent envahie par la pandémie actuelle. Elle vous partage ressentir une culpabilité immense de possiblement transmettre la COVID-19 à des patients qu'elle a soignés, ainsi qu'à son mari et ses enfants. Petite question pour vous. Serait-il pertinent d'évaluer le risque suicidaire chez Geneviève? Je vous lance ça à l'instant. Oui ou non? Allez-y.
Oh, celui-là, il y en a quand même encore beaucoup de oui, mais il y a plus de non. Alors, je vais arrêter dans 5, 4, 3, 2, 1. D'accord, et on est à 77 oui et 23 non. Alors, effectivement, ici, ce serait aussi un oui. Il y a un élément particulier là, qui devrait capter notre attention et c'est la culpabilité. C'est quelque chose qui ressort d'ailleurs dans plusieurs études de cas, dans des cas de personnes qui sont décédées par suicide. Je m'explique. Il ressort qu'il y a des cas de décès par suicide par crainte d'avoir un résultat positif ou même lors du moment du diagnostic de la COVID, par peur là, de souffrir de la suite de la COVID. Il y a aussi un risque homicidaire qui est augmenté dans certains cas. Il y a eu des cas de conjoints-conjointes qui ont commis un homicide envers son conjoint ou sa conjointe qui était atteinte à cause d'eux. Il y a aussi toute la culpabilité d'infirmières, de médecins d'avoir potentiellement transmis le virus à d'autres, à leurs patients. Donc, c'est ce qui ressort de plus en plus là, dans la littérature. Alors, c'est un élément qui devrait nous sonner une alarme pour aller évaluer davantage. J'aimerais préciser qu'au Québec, actuellement, d'après les données disponibles, il n'y a pas d'augmentation des taux de suicide qui est marqué. C'est encore trop tôt aussi à dire, mais on n'a pas de données qui nous démontrent qu'il y a vraiment des taux de suicide augmentés. Par contre, on a vraiment une augmentation de la détresse. Il y a eu une augmentation des appels au centre d'écoute, entre autres au centre de prévention du suicide, souvent relié à une augmentation des idées suicidaires, une augmentation de l'anxiété en lien avec la COVID aussi. D'ailleurs, selon une étude d'Ammerman et ses collaborateurs, on a eu l'autorisation des auteurs de vous partager des résultats préliminaires, mais leur article est encore en révision de pair. Et selon les données qu'ils nous ont partagées, c'est les personnes qui ont des idées suicidaires et qui ont aussi des inquiétudes liées à la COVID sont plus portées à faire une tentative de suicide et adopter des comportements suicidaires que les personnes qui ont des idées suicidaires et qui n'ont pas des inquiétudes supplémentaires de COVID. Alors, les personnes qui sont très préoccupées, comme Geneviève, là, qui se sentait envahie par la pandémie, ça peut être un facteur de risque également qui est important à aller évaluer. Une autre donnée préliminaire, bien, il y a certains patients à risque de suicide qui ont avoué s'exposer intentionnellement à la COVID comme méthode de suicide. Alors, c'est un autre élément, c'est un élément quand même nouveau. Par contre, on a déjà vu des comportements suicidaires comportements similaires par le passé avec des personnes qui s'exposaient intentionnellement là, au VIH, entre autres. Et c'est important alors dans notre évaluation de bien questionner l'intention d'exposition à la COVID parce que ça nous permet à la fois de, oui, prévenir le suicide de la personne, mais aussi prévenir la propagation du virus et prévenir certaines tendances homicidaires par la transmission du virus. L'histoire de Gilbert maintenant. Vous êtes infirmière dans une zone chaude d'un CHSLD. Vous connaissez Gilbert, 89 ans, depuis maintenant 2 semaines. Gilbert est atteint de la COVID-19, mais ne présente aucun symptôme pour le moment. Au départ, Gilbert était triste et irritable. Il vous a même lancé « Je serais mieux mort que dans cette prison ». Cependant, depuis quelques jours, Gilbert est souriant et positif malgré le fait qu'il refuse toute médication et refuse de s'alimenter. Il vous a même remercié d'être là pour lui. Alors, maintenant, en lien avec Gilbert, devriez-vous vous inquiéter pour Gilbert? Et c'est parti. Alors, est-ce qu'on s'inquiète pour Gilbert? Et je pense que c'est presque unanime encore une fois. Donc, oui, on a toutes les raisons de s'inquiéter pour Gilbert. Gilbert ne s'alimente pas
il refuse toute médication. Donc, oui, on a raison de s'inquiéter. Est-ce que ça peut être en lien avec un risque suicidaire? C'est à aller explorer. Donc, il faudrait vraiment aller dépister et évaluer. Peut-être voir est-ce qu'il a refusé de s'alimenter parce qu'il n'aime pas la nourriture de l'hôpital, il est tanné. Est-ce qu'il refuse la médication à cause de certains effets secondaires? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ou est-ce que ça pourrait être potentiellement parce qu'il se laisse aller? On a eu des cas de patients qui ont avoué se laisser aller dernièrement dans les CHSLD à cause de tout ce qu'ils vivent. Et on a aussi un autre aspect dans la situation qui devrait aussi nous pister, c'est le fait qu'il semble avoir un peu une rémission spontanée, où est-ce que quand un patient va décider, là, oui, je mets fin à mes jours, il y a un poids qui est enlevé de ses épaules, il sent qu'il va avoir une libération de sa souffrance et ça peut jouer sur l'humeur qui fait en sorte qu'il est un peu moins irritable qu'à l'habitude. Pour l'évaluation du risque suicidaire, comme je vous l'ai dit précédemment, là, la formation ici, ce n'est pas sur l'évaluation du risque suicidaire, parce qu'on n'aurait pas le temps en 45 minutes, mais vraiment les particularités en lien avec la COVID. Alors, on vous invite, si jamais il y en a qui veulent plus de détails là, sur l'évaluation complète, de consulter le guide de prévention et gestion des conduites suicidaires en milieu hospitalier de la KIS. C'est des outils disponibles gratuitement là, sur notre site web, dont l'évaluation complète, les signes aussi de détresse, comment dépister des personnes. Il y a comment faire un PTI pour les infirmières, des outils pour les proches qu'on peut même transmettre électroniquement. Alors, c'est vraiment là, des beaux outils à votre disposition. Maintenant, si Gilbert avoue effectivement avoir des idées suicidaires lors de votre évaluation, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on garde en tête qu'on est dans un contexte de CHSLD, qu'on est probablement à ressources limitées. Alors, je vais être le plus réaliste terrain possible là, dans la réalité des gens actuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, minimalement, il faut intervenir. Là, sa vie est en jeu à Gilbert. Alors, il faut faire quelque chose. Si on n'a pas le temps d'intervenir auprès de lui, le minimum serait de lui donner accès à un téléphone pour pouvoir contacter le 1866 appel. Le 1866 appel, c'est la ligne de prévention du suicide au Québec qui est disponible à travers le Québec 24/7, donc peu importe où vous êtes. Et ils sont vraiment là pour répondre à qui que ce soit qui a des idées suicidaires et même aux intervenants qui ont un questionnement en lien avec un patient qui aurait des idées suicidaires. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un plan de sécurité avec Gilbert. Je vous ai mis l'image du plan de sécurité que vous pouvez retrouver aussi dans le guide de l'AQISM sur notre site web. Alors, c'est vraiment pour mobiliser les ressources de Gilbert afin d'assurer sa sécurité. La psychoéducation, donc un minimum d'enseignement sur les raisons pour lesquelles il se sent ainsi et les solutions possibles, les traitements possibles. On peut lui proposer des techniques de respiration, de relaxation, de méditation. Et j'ajouterais aussi de limiter l'information télévisée en continu. C'est bon pour nous, mais c'est aussi bon, entre autres, pour les personnes en CHSLD qui, dans certains cas, entendent en boucle là, les nouvelles à la journée longue sur comment c'est horrible dans les CHSLD. Alors, de changer de poste ou mettre de la musique, mettre un film pour éviter là, de ruminer dans ces nouvelles-là. Une autre chose qu'on peut faire, c'est tenter d'humaniser les soins le plus possible. J'ai mis l'exemple ici là, de professionnels de la santé aux États-Unis qui mettaient leurs photos pour qu'on reconnaisse qu'il y a quelqu'un derrière le masque et derrière l'uniforme. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Des fois, on change tellement de jaquette qu'on ne peut pas le garder, mais de réfléchir à des moyens comme ça de rendre le tout plus accessible. Je sais qu'il y en a qui mettent leur nom là, en haut de leur casque. De mettre des bonhommes sourires. Alors, c'est des initiatives qui peuvent vraiment faire une petite différence dans l'approche relationnelle. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on me dit souvent, bien, quand les patients ont la COVID, on essaie de limiter les contacts physiques avec cette personne-là pour des raisons de contrôle des infections, et qui est tout à fait légitime. Toutes les interventions ici peuvent être faites via les TIC, donc via les technologies de l'information et des communications. Et on vous encourage d'ailleurs à privilégier l'utilisation des TIC et les résultats probants l'encouragent fortement aussi. Pour vous parler des TIC, je vais céder la parole à Marie-Pierre. Donc, bonjour à nouveau.
Pour apprendre sur l'éthique en prévention du suicide, on a pensé, Jessica et moi, de faire un quiz vrai ou faux. Mais avant, l'éthique, en fait, ça regroupe par exemple, Facebook, Instagram, le téléphone, des plateformes audiovisuelles qu'on peut utiliser dans le cadre de notre travail, télépratique qu'on appelle. Je voulais juste vous en mentionner quelques exemples. Donc, on va commencer avec la première question, vrai ou faux. Parler de suicide par l'éthique à une personne qui pense au suicide peut lui donner l'idée de passer à l'acte. Vrai ou faux? On va vous lancer le sondage. On vous laisse quelques secondes. Donc, on a une grande majorité qui ont voté faux. En effet, c'est faux. C'est toujours recommandé de poser la question directe aux personnes qui ont des idées suicidaires, par exemple, pensez-vous au suicide? Les études démontrent que parler de suicide n'augmente pas le passage à l'acte, le geste suicidaire. Au contraire, ça montre qu'on est disponible à entendre leur détresse, leur souffrance, et ça réduit le risque de suicide. Donc, on va passer à l'autre question. Lorsqu'une personne émet des propos suicidaires inquiétants en ligne, il est préférable de lui répondre en privé que sur un post public. Vrai ou faux? On va lancer le sondage. On va vous laisser quelques secondes. La grande majorité, 94%, ont voté vrai. C'est vrai, il est toujours recommandé de répondre en privé. Ça permet une approche personnalisée. Ce qu'on vous recommande, c'est de répondre à son commentaire public en disant « Je t'ai répondu en privé ». Et lors du message en privé, vous lui donnez une ressource pour lui venir en aide. On va passer à la prochaine. Une personne qui menace en ligne à répétition de se suicider le fait seulement pour attirer l'attention. On lance le sondage, vrai ou faux? Oh, wow! 97% ont répondu faux. Je suis vraiment contente. On est contente. En effet, c'est faux. La personne qui attire l'attention, entre guillemets, c'est une façon d'appeler à l'aide. Il faut répondre à cette demande d'aide parce que derrière attirer l'attention, la personne a une souffrance réelle qu'il faut adresser. Puis en plus, il faut toujours prendre au sérieux des propos suicidaires et intervenir. Prochaine question. Questionner les personnes sur les idées suicidaires en ligne peut les offenser et les irriter davantage. Parfois, il est mieux de ne rien dire que d'empirer la situation. Vrai ou faux? On lance le sondage. On vous laisse quelques secondes. 97% ont répondu faux. En effet, c'est faux. En réalité, il n'y a pas de manière parfaite de répondre. C'est mieux de répondre et de venir en aide que de rien faire. Faites-vous confiance et donnez une ressource d'aide pour la personne. On passe à la dernière question. Il est possible d'évaluer le risque suicidaire d'une personne par l'éthique. Vrai ou faux? On lance le sondage. On vous laisse quelques secondes.
Donc, en fait, c'est vrai. La grande majorité ont répondu vrai. En fait, si le seul moyen que vous avez dans votre pratique actuelle en ce moment est en raison de la pandémie, c'est recommandé d'utiliser l'éthique. Puis, on vous recommande d'y aller avec le choix du patient, que ce soit par téléphone, par une plateforme audiovisuelle, par message texte ou autre, dépendamment de votre contexte de travail. Allez-y avec son choix. On ne recommande pas d'imposer votre choix parce que ça pourrait être une barrière de communication pour la personne qui veut parler de ce qu'elle vit difficilement en ce moment. Puis, ça se peut que si vous évaluez par téléphone, que vous n'ayez pas le non-verbal de la personne, mais sachez qu'il y a une façon que vous pourriez faire. Par exemple, ce que Jessica a fait avec vous au début, donc envoyer des images avant votre rencontre téléphonique avec la personne, soit par courriel, bien évidemment par courriel. Puis, vous pouvez demander comment elle se sent à travers une photo. Donc, ça, c'est une idée intéressante pour vous. Donc, c'était tout pour le quiz vrai ou faux. Donc, les recommandations générales par rapport au TIC et la prévention du suicide, n'ignorez pas un appel à l'aide, encouragez la recherche d'aide malgré le contexte de COVID-19. Donc, on travaille l'espoir avec les personnes qui sont à risque suicidaire. On peut même aller explorer dans leur passé quand ils ont vécu des moments difficiles, c'est quoi les forces qu'ils ont mobilisées pour ensuite leur refléter leurs forces et voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans le moment présent durant leur crise ou durant des difficultés qu'ils vivent. Orienter vers des ressources. Donc, on a le numéro de téléphone 1-866-APPEL, qui est un centre d'appel en prévention du suicide à travers le Québec. On peut les diriger vers l'urgence ou les centres de crise de certaines régions. Transmettre de l'espoir, donc travailler l'espoir, comme je vous ai dit, les forces de la personne. Et si vous partagez de l'information en ligne, s'il vous plaît, toujours mettre un lien vers des ressources. Donc, on va passer maintenant à la finale, qui est l'expérience vécue pendant la COVID dans mon CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Sachez qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on a vécues. Je ne peux pas toutes vous en parler parce qu'il y en a énormément, mais je vais vous en partager environ 3 en lien avec la santé mentale et la prévention du suicide. Sachez que tout le monde de mon CIUS ont contribué à ces projets-là, à ces expériences-là. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, puis je vous remercie. C'est impressionnant le travail qu'on peut faire en équipe et les projets qui peuvent être faits dans un temps limité. Donc, dans ces projets-là, il y a eu la direction des soins infirmiers, la direction des programmes de santé mentale et dépendance, l'équipe innovation, le comité de pandémie de notre CIUS, l'équipe de prévention et contrôle des infections et bien d'autres. Donc, la première expérience que j'aimerais vous partager, c'est en lien avec notre comité prévention du suicide de notre CIUS. En fait, un comité, c'est quoi? C'est d'aider et soutenir nos intervenants cliniques, de répondre aux mandats de notre gouvernement du Québec en matière de prévention du suicide et aussi aux exigences d'Agrément Canada, par exemple, et de développer certainement des projets ensemble avec les membres de notre comité. Donc, les membres de notre comité, en fait, c'est des professionnels de différentes professions, travailleuses sociales, infirmières, ergo, physio, il y a des coordonnateurs, des gestionnaires et on a même Tracom, qui est un centre de crise qui est membre de notre comité, qui sont très importants. Et aussi, des fois, on invite des directions cliniques comme des directeurs adjoints et c'est possible. Donc, on travaille tous ensemble. Et pour nommer la co-responsable du comité, Annick Simard, conseillère cadre clinique, avec qui je travaille, qu'on est responsable pour ce comité. Donc, en lien avec l'expérience du comité prévention du suicide, on s'est rencontrés en mars avec le comité pour réfléchir sur les défis et besoins de nos intervenants en contexte de pandémie et ensemble, on a développé des documents et ressources en prévention du suicide. Donc, en résumé, on a développé un coffre à outils. Donc, c'est des outils, documents, par exemple, les ressources par rapport à l'impact psychologique sur les individus pendant la COVID.
certaines ressources que j'ai prises de ce qu'on a partagé entre conseillères cadres en santé mentale du Québec avec l'AQISM. Donc, merci beaucoup. Je les ai utilisées, on les a utilisées et on les a diffusées à nos intervenants. Et un autre moyen qu'on a utilisé, c'est un algorithme clinique qu'on a adapté en contexte de COVID. Donc, c'est quoi un algorithme? Vous avez l'exemple en image. On s'est basé sur celui de l'AQIS que vous voyez, que vous pouvez aller voir sur leur site Internet. Dans le fond, c'est de donner des recommandations aux intervenants. C'est quoi les interventions à faire en prévention du suicide et en lien pour l'adapter en contexte de pandémie. On a privilégié l'utilisation d'éthique. Donc, c'était la première expérience. La deuxième expérience qu'on a vécue dans notre CIUS, c'est en lien avec... j'oubliais, pour y parvenir par rapport à ce que je vous ai parlé en prévention du suicide avec notre comité, on a utilisé Intranet. Dans le fond, c'est une plateforme qui est accessible à nos intervenants. On a diffusé dans notre bulletin pour aller chercher le plus possible d'intervenants, à savoir qui ont des outils pour les aider dans leur pratique. Et bien sûr, la collaboration de tout le monde, les directions cliniques et nos membres. Donc, la deuxième expérience que j'aimerais vous partager, la direction des programmes de santé mentale et dépendance de notre CIUS ont développé un projet pilote d'hospitalisation à domicile en santé mentale. Donc, ça consiste à des patients qui ont un congé précoce de l'hôpital en psychiatrie pour aller leur donner des soins à domicile. Donc, on sait que les gens à risque suicidaire qui ont congé de l'hôpital peuvent être plus à risque de suicide en raison qu'ils sortent d'un milieu très encadrant à un milieu moins encadrant. Et certaines études démontrent qu'il y a plus de risques suicidaires. Donc, on a adopté une formation en prévention du suicide pour le donner à nos intervenants qui vont aller travailler dans ce projet pilote-là d'hospitalisation à domicile en santé mentale. Donc, la formation qu'on a adoptée se base sur les outils de l'AQIS que Jessica vous a parlé plus tôt et aussi de la formation en prévention du suicide qui s'appelle GIRIS du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. J'aimerais vous remercier parce que grâce à vous tous, on a été capable de donner une formation en prévention du suicide dans notre CIUS. Donc, merci beaucoup. Et la dernière expérience que j'aimerais partager avec vous, ça consiste à notre unité de psychiatrie. Nous avons eu le mandat de convertir notre unité pour recevoir nos patients qui sont COVID-19 positifs, qui sont médicalement stables, mais qui ont besoin de soins psychiatriques. Dans le fond, ça a été un travail d'équipe avec plusieurs directions, personnes pour convertir cette unité-là. Comme par exemple, ce qu'on a fait pour convertir l'unité, on a dû s'asseoir avec notre équipe de prévention et contrôle des infections pour l'adapter à un contexte de psychiatrie. Donc, par exemple, on ne pouvait pas convertir l'unité avec... si on fait le lien avec des unités médicales où est-ce qu'il y a beaucoup de matériel dans les corridors, ben nous, c'est un peu différent parce qu'il faut limiter l'accès à des moyens qui pourraient être utilisés pour s'enlever la vie dans nos patients qui sont à risque suicidaire. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ça demande beaucoup de réflexion puis de travail d'équipe. Un autre exemple que je pourrais vous donner qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations en équipe pour les guider dans leur trajectoire sur l'unité parce que, dans le fond, c'est une organisation de travail de convertir une unité. Donc, on a fait beaucoup de simulations pour soutenir nos infirmières, les psychiatres, les autres travailleurs, comme par exemple les travailleurs sociaux, les ergos dans notre équipe de santé mentale. Aussi, par exemple, un autre exemple, ça serait, vous savez, quand on convertit une zone chaude, une zone en zone chaude, on ne peut pas emmener nos équipements personnels comme infirmière, comme par exemple nos montres pour calculer le rythme respiratoire ou le pouls. Donc, on a eu l'idée de mettre des montres après les signes vitaux dans la zone contaminée, zone chaude, pour éviter que les infirmières ramènent des objets contaminés dans la zone propre qu'on appelle en français pour limiter la propagation du virus. Donc, ça, c'est des idées que je peux vous donner parce qu'on ne peut pas installer des horloges dans la chambre parce que ça peut être utilisé comme des moyens si quelqu'un, par exemple, peut être agressif ou bien l'utiliser comme moyen pour s'enlever la vie, par exemple. Donc, aussi,
pour aider les infirmières, surtout vu qu'ils sont en lien direct avec nos patients de cette unité-là. On a eu la collaboration des autres conseillères cadres de notre direction qui ont eu beaucoup d'expertise, même les conseillers en soins infirmiers, de convertir des unités en COVID-19. Et puis, grâce à leur expertise, bien, ils nous ont beaucoup aidés à donner des outils à nos infirmières, par exemple la gestion des symptômes et déceler les signes d'alarme quand quelqu'un décompense au niveau respiratoire avec la COVID-19. Donc, grâce à elles, on a pu aider nos infirmières puis développer une formation pour elles. Donc, ça, c'est un autre exemple de travailler avec d'autres expertises. C'est beaucoup aidant pour nous en santé mentale. Donc, merci. Donc, c'était à peu près ça pour nos 3 expériences. Les points à retenir que Jessica et moi, qu'on aimerait vous dire, c'est prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Vous avez les compétences pour intervenir en prévention du suicide. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, soutenez-vous entre vous. Prenez le temps de vous écouter. Tous ensemble, on est plus de 75 000 infirmières à travers le Québec. C'est énorme. Donc, si chacune de nous intervient en prévention du suicide, on assure un filet de sécurité pour la population québécoise. Lâchez pas, on est ensemble dans cette bataille. Merci beaucoup pour votre implication. C'est impressionnant. Merci. J'ajouterais que la KISM et nous deux, on vous souhaite une excellente semaine des infirmières. C'est incroyable le travail que vous faites à tous les jours, inhumain parfois. Et bravo pour tous ces efforts. J'ai jamais été aussi fière d'être infirmière. Merci. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Peut-être 2 petites choses avant la période de questions. D'abord, si vous écoutez ce webinaire en différé, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, commentaires à mon adresse courriel ici que je vais partager avec Marie-Pierre. Aussi, on va vous envoyer dans les prochains jours un sondage pour évaluer le webinaire. C'est le premier webinaire de la KISM, alors merci de bien prendre le temps de répondre. Ça va nous aider là, pour mieux répondre à vos besoins là, dans les prochains webinaires et mieux planifier la suite. Donc, pour la période de questions, on va prendre les questions qui sont écrites dans le chat. Marie-Pierre va y jeter un coup d'œil. Puis pendant ce temps, je vous rappelle aussi de ne pas hésiter à diffuser le 1866 appel, qui est la ligne de prévention du suicide à travers le Québec 24/7. Donc, ça peut vraiment faire une différence pour vous, pour vos proches, pour vos patients aussi. Donc, j'attends les questions. J'ai beaucoup de merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. OK. On a une question. Il y a des travailleurs sociaux avec nous. Bonjour. Okay. Merci d'être là. Vous faites, elle demande à quoi on fait référence par rapport au TIC. Oui. Alors, TIC, d'abord, c'est les technologies d'information et des communications. Puis je pense, Marie-Pierre, tu avais nommé quelques exemples là, de TIC. Je vais te laisser... Ah oui, par exemple Facebook, Instagram, il y a Moodle aussi qui est utilisé dans les universités. Sinon, le téléphone. Je sais que nous, dans notre site, on utilise beaucoup Zoom et Teams pour nos rencontres d'équipe. Peut-être vous référez à votre conseillère cadre clinique ou à vos gestionnaires pour voir quelle sorte d'audiovisuel vous pouvez utiliser pour faire de la télépratique avec vos usagers. Je rajouterais peut-être qu'il y a deux applications pour téléphone mobile là, qui ont été développées au Québec. Une de l'équipe du docteur Réal Labelle à l'UQAM, les psychologues à l'UQAM, qui s'appelle Psy Assistance, qui est disponible gratuitement là, sur tout appareil intelligent. Et il y a aussi une autre application, Réseau Cool, ou Réseau, il y en a 2, il y en a une pour jeunes puis une pour adultes. Réseau, c'est R-E-S-O. Sont les 2 disponibles sur Apple Store et Réseau Cool a été développé par Mme Mélanie Tremblay là, du CPS, le Centre de prévention du suicide d'Amos et son équipe. Alors, ces 2 applications, entre autres, qui peuvent être utilisées pour le plan de sécurité.
Il y en existe aussi d'autres là, pour gérer son anxiété, gérer son stress, d'avoir un journal de l'humeur aussi. S'il y en a qui sont intéressés, vous n'avez qu'à m'écrire. Là, j'ai une liste assez exhaustive que je peux vous envoyer. Mais ça peut être des exemples de tics qui peuvent être utilisés aussi. Donc, excusez, ça va vite. Ah, il y a quelqu'un qui mentionne une ressource pour Gilbert. Elle nous encourage à consulter le chapitre 12 sur le site des aînés dans le collectif sous la direction de Philippe Voyer, les soins aux aînés en perte d'autonomie. Il y a une madame qui demande qu'en est-il des patients qui ne disent rien, aucun signe d'idée noire en vue, mais on sent le passage à l'acte chez certains cas. Alors, ceux qui disent absolument rien, mais on a notre jugement clinique là, qui nous indique autrement, j'encouragerais d'augmenter la surveillance là, de cette personne-là, d'aviser aussi nos collègues là, de bien observer la personne, de tenter de lui en parler autrement, de tenter aussi peut-être à parler à ses proches, de voir s'il y a des proches dans le portrait. C'est une réactivation là, du réseau de soutien qui peut se faire. D'ailleurs, le réseau de soutien est un facteur de protection très important qu'on peut aussi réactiver. On pourrait aussi regarder est-ce que cette personne-là a des antécédents, est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale. Donc, vraiment procéder à l'évaluation complète là, de la personne, de la condition mentale et ne pas uniquement se fier à la réponse en lien avec la question « Avez-vous des idées suicidaires? » si il y a d'autres éléments qui nous pistent autrement. C'est vraiment l'évaluation globale là, qui va nous aider à cibler des interventions. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Marie-Pierre. Non, c'était vraiment parfait comme réponse. J'ai rien à rajouter. OK, on a une question. Le COC est-il toujours à jour pour évaluer? C'est quand même une très bonne question. Oui, effectivement, le COC fait partie de l'évaluation du risque suicidaire. Le danger, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit juste le COC. Alors, le COC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le comment ou quand. Il y a certains endroits qui utilisent maintenant aussi le PFCOC avec 2 Q, donc le penser comment, pensée suicidaire, là, le P, comment ou quand et qui, donc c'est un risque homicidaire, mais on vous rappelle là, que ça fait partie de l'ensemble de l'évaluation du risque suicidaire qui se retrouve sur le guide, dans le guide de l'AQISM sur notre site web gratuitement. Il y a plusieurs autres éléments à aller évaluer, là, autres que simplement la planification du suicide. J'ai une autre question. Merci beaucoup. Ces outils d'évaluation peuvent-ils être généralisés en Afrique? Tout à fait. Vous pouvez utiliser ces outils-là. C'est vraiment pour toute personne. Peut-être l'adapter aussi à votre contexte. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous là, sur des moyens d'adapter le tout. Mais tout à fait, ça peut être applicable à plusieurs contextes et plusieurs cultures. D'ailleurs, merci pour la question. Je trouve que ça serait génial là, si ça peut atteindre cette clientèle-là. J'ai une autre question. On a le temps encore, hein? C'est bien. On a le temps. Parfait. OK. On a une question. Comment envisagez-vous la période post-COVID face à la présence des tics dans nos soins? Pensez-vous que les tics sont restés une fois la crise cessée? Ce sont vraiment bien, je crois. Ça serait vraiment bien, je crois. Moi, ça m'ouvre aussi quelque chose d'autre que je voudrais ajouter. Mais d'abord, je réponds à la question en lien avec les tics. Oui, je pense que ça, personnellement, je pense que ça a accéléré l'utilisation des tics. On a été comme un peu confrontés à tout ça, puis obligés d'utiliser les tics plus rapidement qu'on l'aurait peut-être souhaité. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut rendre des soins accessibles à des clientèles qui autrement n'auraient pas été rejointes. Alors moi, je pense que oui, là, c'est une excellente chose. Je pense qu'il y a du travail à faire pour améliorer certaines tics, mais je pense que ça nous a donné une petite longueur d'avance, là, cette pandémie, à l'utilisation des tics dans les milieux de soins.
Aussi, j'aimerais, l'autre chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est le après-COVID, mais aussi le après l'aide gouvernementale, l'aide financière gouvernementale. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand que toute l'aide et tout le soutien communautaire va cesser, ou il va peut-être avoir certaines personnes qui vont avoir perdu des emplois définitivement, qui vont se retrouver dans des situations économiques précaires, c'est sûr que si on regarde des projections qui ont été faites par certains chercheurs, c'est inquiétant là, sur la prévention du suicide. On craint des augmentations de décès par suicide dans les prochaines années. Fait que c'est pour ça qu'on mise vraiment là, dès maintenant sur la prévention du suicide par toutes les infirmières, parce que si on agit tôt, bien là, on pourrait éviter que ça se rende à un point qui est irréparable. J'ai une autre question. Est-ce que la grille guide d'évaluation du risque suicidaire va être uniforme dans l'ensemble du Québec pour justement que tout le monde l'utilise plutôt que le COC? Peux-tu répéter, excuse-moi, Est-ce que, en fait, de ce que je comprends de sa question, elle veut savoir est-ce que le guide d'évaluation du risque suicidaire va être uniforme dans l'ensemble du Québec pour justement que tout le monde puisse l'utiliser? Oui, mais il est déjà accessible gratuitement là, sur le site web, donc il peut être utilisé vraiment dans tous les milieux. Les outils sont disponibles, donc vous pouvez comme infirmière l'utiliser pour l'évaluation du risque suicidaire auprès de vos patients. OK, je suis en train de chercher. Il y a aussi des formations personnalisées là, qui peuvent être données sur demande par l'AQUISM. Si jamais il y a des milieux qui souhaitent être formés, vous pouvez nous contacter via notre site web, notre adresse courriel. Je mets le site web qui est en arrière ici, pour des formations sur mesure. J'en profite pour vous remercier pendant que Marie-Pierre lit. Là, un gros merci encore une fois d'être ici. On a vraiment été impressionnés par le nombre d'inscriptions et de participation. Puis, on est très, très heureux de tout ça. On espère répondre à vos besoins. Puis sinon, n'hésitez pas à nous faire part encore une fois de vos questions, commentaires par la suite. OK. Ah oui. Est-ce que vous... OK, attendez, je vais juste reprendre. Est-ce que vous allez nous transmettre des attestations de participation? Ça, c'est une bonne question. Je ne pense pas, mais il faudrait que je vérifie. Vous pouvez m'envoyer la réponse par courriel. Je vérifie là, avec l'organisation, mais ce n'est pas accrédité. Ce n'est pas une formation qui est accréditée. C'est bien parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Donc, j'essaie de revoir. Une infirmière demande, avez-vous noté une augmentation des suicides chez les professionnels de la santé? Mais je pense que On n'a pas de données qui nous montrent qu'il y a une augmentation. On sait juste qu'ils sont plus vulnérables en le contexte actuel. Les données au Québec là, ne nous permettent pas de cibler si c'est les professionnels de la santé qui sont plus décédés par suicide que les autres pour le moment. Donc, on n'a pas de données là, qui démontrent ça actuellement. Mais la vulnérabilité a été démontrée. J'ai une collègue qui me précise que malgré le fait que la formation est non accréditée, là, ça compte aussi quand même pour les heures non accréditées à soumettre là, avec ces heures de formation continue à l'ordre à chaque année. Sinon, il me reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on mettrait fin
Webinaire. J'ai une dernière question. Si, avez-vous des données concernant la vulnérabilité ressentie chez les adolescents et enfants dans le contexte de pandémie? Encore, c'est très nouveau, là, les données qui sortent. Plusieurs données, un peu comme les données qu'on vous a présentées, sont disponibles, mais n'ont pas été révisées par des comités de pairs encore ou c'est des projections. Mais oui, on est inquiet par rapport à la santé des enfants et des adolescents et des conséquences du confinement à différents égards, là. Mais il n'y a pas énormément de données confirmées actuellement. Et sera-t-elle donnée en différé, le webinaire? Oui, le webinaire va être disponible en différé. Dans quelques jours, on va vous faire la publicité via notre Facebook et ça va être disponible sur notre site web www.akis.org. On va le diffuser sur les réseaux sociaux. Puis, on vous rappelle aussi que si vous avez des questions par après, n'hésitez pas à nous contacter. Encore un gros merci d'avoir été présent. Merci à toi, Marie-Pierre, aussi, d'avoir accepté de donner ce webinaire avec moi. Prenez soin de vous et encore une fois, une merveilleuse semaine de l'infirmière à tous.